Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour. Vous êtes député du Lot, vous êtes député Les Républicains. Vous êtes un de ces jeunes républicains qui animait depuis quelques temps et depuis quelques jours particulièrement le débat interne chez Les Républicains. Avec 10 autres de vos collègues députés, vous voulez renouveler le parti de l'intérieur. Vous dites qu'après ce qui s'est passé, l'échec aux élections européennes, le départ de Laurent Wauquiez, la crise est profonde, je vous cite, c'est une crise des idées. Comment on en sort ? On en sort en travaillant. D'abord en ayant l'humilité de comprendre que la situation que nous traversons n'est pas seulement une question de femmes ou d'hommes, que c'est une question de manque d'idées, en se reposant la question de ce que nous voulons faire de notre pays. Ce qui est absolument dramatique, c'est que depuis plusieurs mois, le bulletin de vote des Républicains ne veut plus rien dire pour beaucoup de Françaises et de Français. Ils ne savent pas... On ne sait pas pourquoi on vote réflexe, on vote... Oui, réflexe plus vraiment d'ailleurs, puisque le résultat était là dimanche dernier. En tous les cas, on a du mal à voir le projet de société, l'avenir que veut donner les Républicains à notre pays. Et puis surtout, les Français ont de plus en plus de mal à se positionner, à trouver l'alternative entre le projet de société d'Emmanuel Macron et celui de Marine Le Pen. Vous savez, moi, ça fait 2 ans... De ce point de vue, le piège progressiste contre nationaliste a plutôt bien fonctionné. C'est un piège. Ouais. C'est un piège et ça a bien fonctionné. Et je veux en sortir. Oui, ça a plutôt bien fonctionné cette fois-ci. Je ne pense pas que cette danse macabre puisse durer éternellement. Je pense qu'Emmanuel Macron a atteint un point de cynisme tel qu'il met en danger, à mon sens, l'avenir du pays en dansant cette danse-là avec Marine Le Pen. Qu'est-ce qui est cynique ? Ce qui est cynique, c'est d'imaginer qu'il sera le barrage éternel à Marine Le Pen. Il utilise la pensée de Marine Le Pen, ou ce qu'il peut en imaginer en tous les cas, pour essayer de se sauver. Marine Le Pen est sur son assurance vie, et rien de plus que cela. Et vous pensez que Marine Le Pen, dans ces conditions, gagnera un jour, c'est ça ? Je pense qu'il y a un danger réel. En tous les cas, je ne souhaite pas jouer avec ce feu-là. Mais je voudrais vous dire une chose. Voilà 2 ans que je suis député à l'Assemblée nationale. Vous êtes un des jeunes députés ? Un des jeunes députés. J'ai côtoyé, dans le début de mon parcours politique, des jeunes militants qui sont aujourd'hui devenus des ministres d'Emmanuel Macron, Le Cornu, Darmanin et quelques autres. Et je me suis questionné les premiers mois arrivés à l'Assemblée nationale, en me disant, au fond, est-ce que je ne me suis pas trompé en restant chez les Républicains ? Et je dois avouer cette part de doute sincère durant les premiers mois. Ce que j'avais perçu dès l'origine et que je perçois aujourd'hui définitivement, c'est que le projet de société porté par Emmanuel Macron, que je considère fataliste et injuste, n'est pas le mien. Et si je souhaite donc contribuer avec ma génération à la reconstruction de la droite, c'est pas pour des questions de clivage, c'est pour des questions de conviction politique. Je ne comprends pas. Je vois très bien ce que vous dites, je ne comprends pas ce qu'il y a d'injuste. Vous disiez dans une interview funeste, cynique, dites-vous aujourd'hui, chez Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui pour vous caractérise ces 3 adjectifs extrêmement durs ? Je parle plus facilement de fatalité et d'injustice. D'abord de fatalité sur bien des sujets. Prenons un sujet comme l'immigration. Regardez les récentes déclarations de Nathalie Loiseau et puis d'autres membres de la Macronie. Ils considèrent que l'immigration est une fatalité et qu'au fond, le rôle du politique n'est pas de changer les choses, mais de faire accepter une situation à l'opinion publique, aux Françaises et aux Français. Et sur bien des sujets, y compris sur les sujets économiques, Emmanuel Macron n'est pas là pour rendre le modèle économique plus juste au service des Françaises et des Français. Il est là pour faire accepter un ordre des choses, un ordre du monde. C'est une vision plutôt pas mal. Je sais pas si la France vient, dans l'indicateur EY, vient de doubler l'Allemagne dans notre activité. C'est un indicateur parmi d'autres, mais voilà, on voit que la France crée davantage d'emplois et davantage d'emplois en contrat à durée indéterminée qu'elle ne le faisait depuis 10 ans. Sur la question de l'immigration précisément, ça ne marche pas, soyons clairs. Cette vision fataliste des choses n'a pas permis de trouver une solution à la situation. Et je le dis, notre point, c'est que la vision de la société d'Emmanuel Macron est une vision injuste. Et je l'ai perçue sur bien des sujets, y compris des sujets inhabituels. Voilà 2 ans que je travaille sur la question du handicap. Oui. Je peux vous expliquer sur cette question du handicap comment Emmanuel Macron aborde les choses. Il considère au fond qu'il va falloir accueillir celles et ceux qui sont les moins handicapés de tous et que les autres resteront dans la situation dans laquelle ils sont. Je résume cela, mais je le perçois depuis 2 ans et j'y travaille beaucoup. Et sur bien des sujets, cette vision injuste de la société, il l'a d'ailleurs, lui, parfaitement théorisée, en parlant de ceux qui réussissaient, de ceux qui n'étaient rien, des premiers de cordée et des autres. Et je le redis, la droite n'a jamais eu comme projet de société l'injustice sociale. Au contraire. Alors, vous êtes là très focalisé sur la dénonciation d'Emmanuel Macron. Le problème, c'est que la droite ne se reconstruira pas uniquement en dénonçant ce qu'est Emmanuel Macron. Il vous faut des idées, il faut quoi ? Élargir par exemple au centre ? Il faut que nous ayons d'abord le temps et que nous prenions le temps d'aller voir toutes celles et ceux avec qui nous ne parlons plus. Moi, je veux comprendre quel est le projet pour la France de ceux qui sont peut-être des centristes, de ceux qui sont moins centristes dans notre famille politique. Et je pense que la nouvelle génération a cette responsabilité aussi de revenir prendre du temps de discussion avec les uns et les autres. N'imaginons pas qu'en l'espace de quelques jours, nous allons régler ce déficit d'idées qui est le nôtre. Il faudra du temps, mais il faut engager ce travail dès aujourd'hui. En faisant quoi ?
D'abord en allant voir toutes celles et ceux qui se sont éloignés de notre famille. Essayez de les ramener, mais il y en a qui peut-être vous écouteront pas. Xavier Bertrand ne sera pas aujourd'hui dans cette grande réunion que Gérard Larcher est en train d'organiser. Ma question, c'est pas de les ramener. Remettre... Ma question, c'est de les entendre. Comprendre qu'est-ce qui fait leur particularité. C'est d'en revenir sûrement à des fondamentaux de ce qu'a été la droite. Se ressouvenir des grands engagements du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy. Ça fait bouger les gens, ça? Je pense que ça peut les faire bouger. De Gaulle, Pompidou, Chirac, ça fait revenir dans les urnes une partie des électeurs de moins de 50 ans qui au risque de ne pas être dans l'air du temps, je pense que les Françaises et les Français aspirent à de la politique, de la vraie politique. Et je pense que le général de Gaulle fut de ce point de vue un exemple. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut ressortir les recettes du général de Gaulle. En revanche, je sais que cette période volontariste de la politique peut avoir du sens aujourd'hui. Et il faut que la droite se mette à douter. Je considère que nous avons quelques mois pour se re-questionner, nous re-questionner profondément et investir des sujets que nous n'investissons plus aujourd'hui. Le logement, l'environnement, l'agriculture, le handicap dont je parlais tout à l'heure, l'écologie au sens large. L'écologie au sens large, la question des salaires fait partie aussi des sujets sur lesquels il faut que nous travaillions. Le quotidien des Françaises et des Français. Vous dites à la tête des Républicains, il faut quelqu'un qui fasse douter la droite. Vous venez de réemployer ce terme, douter la droite et la secoue. Il faut secouer cette vieille bestiole. Je crois qu'il faut la secouer. Moi, je crois en l'avenir des clivages politiques. Et je sais que c'est totalement contre-intuitif à 33 ans de le dire. On compare souvent avec l'Allemagne, on dit en Allemagne c'est formidable, ils font des grandes coalitions. Oui. Sauf qu'on oublie que les grandes coalitions se font de manière ponctuelle, sur des projets, et qu'elles n'effacent pas les clivages politiques. Les clivages politiques sont nécessaires à notre démocratie. Et je pense donc qu'il faut revenir vers ce chemin-là, qu'il faut secouer notre famille politique, la réancrer dans son temps. Moi, je vais vous dire, ça fait quelques années que je n'ai pas été incroyablement fier des idées que je porte, des idées de ma famille politique. Je veux pouvoir retrouver ce chemin de fierté qui m'a fait élire dans un département comme le mien. Et je pense que beaucoup de Françaises et de Français n'ont pas d'ailleurs perçu depuis trop de temps à quel point la droite pouvait leur être utile. Et à quel point la droite pouvait revenir, être à nouveau la droite. C'était le slogan de Laurent Wauquiez, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas fonctionné. La question est cette question de la ligne politique. Ce qui est sûr, c'est que tout parti politique qui s'étrécit est un parti qui disparaît. C'est une évidence. Et donc la stratégie était mauvaise. Manifestement, la stratégie était mauvaise, le résultat électoral est là. Mais il ne s'agit pas de transiger sur nos convictions, soyons très clairs. C'est un point précis, c'est un point que je voudrais approfondir, parce que Laurent Wauquiez, ce matin, dans une interview au Figaro, dit non, il ne faut pas se renier. En gros, il ne change rien de ce qu'il avait établi comme feuille de route et qui a mené le parti à 8,5%. Laurent Wauquiez a raison de dire qu'il nous faut assumer nos convictions. Dans une période où la lâcheté politique est devenue courante, je pense que nous nous ferons remarquer si nous assumons nos convictions. Mais assumer, cliver, c'est aussi exclure et s'empêcher d'élargir et d'ouvrir. Assumer, ce n'est pas cliver. Assumer, c'est se faire respecter et être respectueux de ses propres idées. Je le redis, une des clés qu'on sous-estime est de s'investir sur des thématiques nouvelles, sur la thématique du quotidien des Françaises et des Français. C'est là qu'on arrivera à faire percevoir quelle est la vision de la société que porte la droite. Vous animez un comité de renouvellement, vous voulez installer avec 10 autres de vos collègues une structure de jeunes députés qui veulent secouer un petit peu justement la machine. Tout ça a encore un sens au moment où tout est à reconstruire ? Oui, cela avait un sens avant la Vous aviez décidé démission, avant la démission de Laurent Wauquiez. Nous avions décidé avant la démission de Laurent Wauquiez, ça a du sens aujourd'hui aussi. Quel est l'appel que nous avons lancé ? D'abord, nous sommes 11 jeunes députés, ici de territoires souvent de gauche, des territoires difficiles, qui ne sont pas des apparatchiks, qui sont des élus locaux la plupart du temps. Et nous avons lancé cet appel en disant l'offre de Gérard Larcher de rassemblement de notre famille politique est une offre importante. Gérard Larcher est sûrement en capacité de le faire, mais nous devons compléter cette offre. Nous ne pouvons pas, nous la nouvelle génération, être absente du renouvellement et de la reconstruction de notre famille politique. C'est le sens de cet appel qui, je le sais, a pu perturber, parce que ça perturbe toujours lorsqu'une nouvelle génération monte. Ça perturbe, et puis Aurélien Pradier, pardon, mais c'est pas la première fois que, j'allais dire, une bande de jeunes dans ce parti politique, ou dans ce qu'était ce parti politique il y a quelques dizaines d'années, essaye de secouer l'appareil, et ça n'a jamais très bien marché. La révolte des jeunes à l'intérieur du parti a toujours été étouffée. Je ne dis pas que c'est Tiananmen, mais est-ce que vous ne risquez pas le même sort que vos aînés ? Sûrement. Et d'ailleurs, nous prenons un risque, mais je ne ferai pas de politique si je n'avais pris jamais aucun risque. Ce que j'observe, c'est que depuis quelques jours, l'offre que nous avons posée sur la table, l'initiative que nous avons lancée, reçoit un accueil respectueux de tout le monde, y compris de nos aînés. Et vous savez, moi j'ai pris la peine de présenter cette initiative à chacun de nos ténors politiques, parce qu'ils ont conscience aujourd'hui que notre temps a changé, que notre société a changé, que sûrement l'élection d'Emmanuel Macron a emporté une sorte de modernité au moins apparente
différente des choses et que notre famille politique ne peut pas être absente de cette modernité-là. Le parti est verrouillé de l'intérieur, comme le disent quelques-uns de ceux qui s'expriment en ce moment sous couvert d'anonymat. Tous les partis sont verrouillés de l'intérieur. Verrouillé. Le parti de la République En Marche est verrouillé de l'intérieur aussi. Et vous savez, s'il était Mais quand il faut changer un parti verrouillé, c'est plus compliqué. Oui, mais si les Républicains sont verrouillés de l'intérieur. La force des Républicains, c'est d'avoir en son sein des femmes et des hommes qui sont des personnalités indépendantes, qui doivent leur élection aux citoyens, qui doivent leur parcours politique au territoire, et ça nous donne une grande liberté. Moi, vous savez, je ne démissionne pas face à tout cela. Je pourrais ne pas m'occuper de ces affaires-là, rester dans mon département et ne pas me retrousser les manches, mais je crois que c'est salutaire pour nous toutes et nous tous. Aurélien Pradier, qui, avec 10 autres, animera son comité de renouvellement pour relancer les Républicains. Merci Aurélien Pradier. Merci à vous.